Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais commencer par une chronique sur la difficulté des entrepreneurs. Alors, dans cet épisode, nous allons faire le constat que la crise est là et que les appels des entrepreneurs en difficulté commencent à arriver chez nous. Et on va essayer de voir si ces appels décrivent une situation si grave que ça. Pourquoi est-ce qu'on est en difficulté? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut relancer? Est-ce qu'il faut financer? On va parler de tous ces aspects-là qui sont, qui sont bien de saison. Parce que si on regarde les vidéos de Marc Toiti, dans les jolis graphiques qu'il nous fait, on voit que les défaillances, si on enlève les micro-entreprises, sont de 10% au-dessus de septembre 2009, qui était déjà un sommet conséquent. Donc on est au-delà de la crise de 2008. Ça concerne toutes les entreprises, toutes les tailles. Vous voyez que c'est aussi bien des PME. Donc PME, c'est 10 à 250 salariés. Les micro-entreprises, bon, bien sûr, mais regardez les ETI, 60 qui sont partis en défaillance sur 12 mois. Et en fait, c'est à rapprocher un chiffre de 5 ou 6 000 entreprises de type ETI. Donc ça fait beaucoup en fait. Surtout que dans ces 5 à 6 000, il n'y en a que un millier qui soient indépendantes. Donc j'espère que ça ne touche pas celle-là. Les autres appartiennent à des grands groupes, donc ce serait étonnant que les grands groupes les mettent en défaillance, mais après tout, ça peut arriver. Euh, donc, hors micro-entreprises, on parle de 5300 entreprises qui sont parties en défaillance. Ça fait beaucoup, hein, on parle en fait des PME et des ETI. Euh, Sur les secteurs, alors, vous voyez qu'évidemment, le secteur le plus touché, ça ne se voit pas comme ça, c'est le BTP. C'est-à-dire qu'on voit la construction avec les près de 14 000 défaillances. On voit l'activité immobilière avec 2500 presque défaillances. Et puis, il faut voir aussi les activités financières qui ont subi presque 40% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et ces 40%, en fait, ça correspond très probablement à tous ces courtiers qui travaillent dans le domaine du financement immobilier. Donc là, c'est un gros sujet. Mais vous voyez aussi que le CHR a aussi souffert avec 20% d'augmentation, que les conseils et services aux entreprises ont aussi plongé, hein, c'est 28% d'augmentation. Et les conseils et services aux entreprises, ben, c'est souvent ces entreprises qui, quand les grosses ralentissent, et ben, eux, ils sont complètement à l'arrêt. Voilà. Après ça, il y a donc le commerce, réparation automobile et transport entreposage qui montrent des signes de faiblesse importants. Donc ça pose des questions aussi sur cette partie qui là est assez différente du BTP. Donc du coup, on a des, euh, des appels d'entrepreneurs donc, qui nous appellent. Donc nous, on est là, salut, ça va? Et puis en fait, la convention veut qu'on dise, mais oui, ça va très bien et toi? Et quand ils répondent, bof, pas très bien, ça veut pas dire... enfin, en gros, quand ils répondent pas, ouais, ouais, ça va et toi?
c'est qu'il y a quelque chose. Donc en général, qu'est-ce que c'est? C'est ah oui, non, mais ça, c'est la fin là. On, on va, on va, on va mourir. Donc là, il faut que je mette un emoji effrayé, hein, parce que euh, quand un entrepreneur vous dit que ça y est, c'est la fin, vous pouvez imaginer que que c'est terrible. Donc, quelle réaction avoir dans ce moment-là? Je vous propose de passer par trois étapes. Ces trois étapes, c'est l'analyse des causes, euh, essayer d'établir le degré d'urgence, et puis voir les leviers qui restent à l'entrepreneur. Et le simple fait de passer par ces trois étapes va rassurer tout le monde ou va permettre de remettre de la sérénité dans le process. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause? Souvent, l'entrepreneur, il a une belle rationalisation. Il vient dire, oui, c'est parce que j'ai un client qui m'a fait défaut. C'est pas la première fois qu'un client lui fait défaut. Donc, c'est probablement pas une bonne explication. Euh, et souvent, il a une belle histoire, mais on peut, en la creusant, s'apercevoir qu'elle n'est pas exacte. Pour vous donner un exemple, je parlais à un entrepreneur qui était déjà en difficulté. En fait, c'était un professionnel du secteur enfin, professionnel de la, des entreprises en difficulté qui me l'avait adressé. Et en fait, il décrivait une histoire dans laquelle il avait à la fois une production qui n'était plus correcte, qui ne faisait plus son boulot comme avant, et des commerciaux qui avaient levé le pied et qui étaient en train de démissionner tous les trois. Et en discutant et en tirant le fil de la pelote, je me suis aperçu à la fois que il avait, il y a trois quatre ans, là où il pensait que ce qui s'était passé, c'est qu'il avait perdu un client il y a trois quatre ans et que tout était parti à volo. En fait, ce qui s'est passé il y a trois quatre ans, c'est qu'il a perdu un collaborateur qu'il avait très bien formé au Lean et qui, du coup, euh, s'était fait débaucher. Et il l'a remplacé par des collaborateurs en place, sans les former au Lean. Et donc, du coup, il les a remplacés par des gens qu'il n'avait pas préparés, ni à qui il avait donné des outils nécessaires. Euh, Par ailleurs, les commerciaux, la raison pour laquelle ils partaient, mais je l'ai pas, il a fallu que je creuse le sujet, c'était qu'en fait, ils étaient jusque-là des commerciaux qui géraient des appels entrants et que tout d'un coup, il n'y a plus d'appels entrants, ou de moins en moins. Et pourquoi disparition de ces appels entrants? Parce qu'il n'avait pas mis à jour son site, qui était une source une source de leads constante. Et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas mis à jour le site? Parce que sa production était en retard. Vous voyez, finalement, le sujet, c'était la production. Et c'était la mise en place du site comme priorité surtout. Et donc, ça changeait de son idée qui était, il faut que je recrute des commerciaux qui me rapportent du chiffre parce que là, aujourd'hui, j'ai un problème de chiffre. En fait, il avait un problème de production plus qu'un problème de site. Vous voyez, la rationalisation, c'est la façon dont on met des raisons sur notre aventure. On va donner des explications à notre aventure et c'est important que ce soit les bonnes. Donc, la façon pour nous d'aller creuser cette question, c'est d'interroger sur le goulet. Le goulet d'étranglement, ça signifie qu'on va analyser la situation en utilisant la théorie des contraintes, la fameuse TOC. La théorie des contraintes, c'est quelque chose qu'on doit à Elie Goldratt. Donc, je vous ai parlé à plusieurs reprises
des goulets d'entranglement et de Goldratt. Hein, c'est deux, euh, de présentation déjà sur ce sujet récente. Et ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que pour vous présenter la théorie de contrainte et son intérêt pour l'entrepreneur, il fallait parler des 5 livres que Goldratt avait écrits. Ce sont des romans. Je vous recommande de les lire tous. Ça se lit très facilement. Ça s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, hein, 5 millions c'était il y a quelque temps. Euh, c'est des romans qui racontent à quel point ce qu'on fait dans les entreprises et dans les organisations n'est pas raisonnable et n'est pas logique. Et donc, il a, au travers de différents livres, expliqué comment ça doit se passer normalement dans une usine, comment ces mêmes méthodes qu'on a utilisées pour l'usine peuvent s'appliquer à la direction d'une business unit, d'une branche d'activité. Il a après expliqué en quoi on utilisait de travers les, 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 les ERP, les logiciels de gestion intégrés. Puis il a montré avec Critical Chain en quoi la gestion de projet, les entreprises qui dépendaient d'une gestion de projet pouvaient aussi bénéficier de ces méthodes. Puis il a fait une présentation de la théorie des contraintes dans la stratégie commerciale, dans les chaînes de distribution. Vous voyez, une œuvre très complète et très large qui vient apporter des outils importants pour l'entrepreneur. Et l'intérêt pour l'entrepreneur, vous allez me dire, eh ben, le premier intérêt, c'est le gardien de but. Là, je fais référence à Alain Madelin, qui était un ministre de l'Industrie, mais qui était un libéral dans un ministère qui est plutôt un ministère dirigiste. Et il va rester seulement 6 mois. Et ce qu'il va décrire, c'est l'impression d'avoir été un gardien de but, mais à qui on envoie 10 ballons à la fois. Et on ne sait même pas lesquels parmi ces ballons vont marquer des buts ou lesquels sont des balles d'entraînement. Si on arrive à marquer en rouge les balles importantes, alors on peut faire abstraction des autres et focaliser son management. Donc pour Goldratt, le management, c'est de servir le goulet. Et le goulet, ce sont les balles rouges. Donc qu'est-ce qu'un goulet concrètement? C'est un bout de l'entreprise, c'est une personne, c'est un service, c'est un atelier, c'est une usine, c'est des clients, c'est le cash dont on dispose. Et ce qu'on veut, c'est que selon l'entreprise, selon notre organisation, eh ben, on utilise le goulet à 100% parce que si il est vide, c'est l'entreprise entière qui va pas pouvoir aller à 100%. Si le goulet s'arrête, on ne pourra pas rattraper le temps perdu car il ne peut pas aller plus vite. Alors, dans la Formule 1, vous avez déjà vu les extraordinaires changements de, de, de pneumatiques qui s'opèrent. Eh ben, en fait, c'est la Formule 1 qui est le goulet. Il faut qu'elle soit tout le temps en train de rouler. Quand elle ne roule pas, euh, elle ne rattrapera pas après car elle est déjà au maximum sur le circuit le reste du temps. Ça peut être une personne. Par exemple, il y a des organisations où il y a une même personne qui est chargée de valider tous les dossiers. Et ben, bizarrement, tout le monde lui râle dessus parce qu'il y a une pile de travail qui l'attend et pourtant, il ne peut pas aller plus vite. Donc, il faut se poser la question de est-ce que tout le travail qu'on lui donne est vraiment le travail qui nécessite sa validation ou est-ce qu'on est en train de lui demander un travail qui n'est pas euh, nécessaire? Autre cas, c'était celui d'une organisation dans laquelle il y avait un technicien qui devait utiliser une machine pour faire des analyses sur le sujet, et son boss direct utilisait la même machine. Et bizarrement, quand il y avait un conflit entre les deux pour qui prend la machine, eh ben, le boss expliquait que comme il est le boss, il doit passer devant alors que le goulet, c'était le technicien. Et donc, à chaque fois qu'il était en train d'attendre que le boss finisse son travail, c'était l'ensemble de l'organisation qui était en train d'attendre que le boss arrête de bloquer le process.
Dans un atelier, par exemple, il y a le cas du four. Vous voyez, les fours qu'on remplit et qui vont se fermer pendant une dizaine d'heures ou même 2 heures. Il ne faut pas mettre dedans sa pizza pour le déjeuner parce que on doit remplir le four avec uniquement des pièces qu'on va vendre après. Et si on ne le remplit pas et qu'on met une pizza à la place, eh ben, c'est perdu pour la journée de production. C'est ça c'est ces 2 heures de production perdues. Tout ça pour pouvoir manger chaud sa pizza. Alors évidemment, personne ne met des pizzas, mais il y a beaucoup de gens qui mettent des défauts dans le four, qui mettent des produits qui, si on les avait contrôlés avant, euh, on les aurait enlevés. Et la réalité, c'est qu'on va contrôler après, puisque dans le four, il y a toujours des pièces qui bougent sous l'effet de la chaleur. Donc on va faire un contrôle après. Du coup, on se pose la question de pourquoi contrôler avant? Ben, pour éviter de demander au four de demander au four de processer des produits qu'on savait depuis le départ non nécessaires et non optimisés. Mais il y a aussi le cas des entreprises qui décident de rajouter euh, un- une option, de rajouter un- une fonctionnalité sur leur produit et une fonctionnalité qui va demander une pièce de plus dans le four. Donc imaginez, vous avez un produit qui demande à avoir une pièce qui passe par le four et vous allez rajouter une petite option qui va permettre de vendre le produit 10 ou 20% plus cher, mais vous rajoutez dans cette option une pièce qui est passée par le four et qui a mobilisé le four. Donc en fait, vous n'êtes pas en train de rajouter 10 ou 20% de coût, vous êtes en train de rajouter 100% de coût. Vous êtes en train d'utiliser, au lieu de 100 pièces, au lieu de 100 pièces qui vont faire 100 produits à la fin, on va avoir 100 pièces qui vont faire 50 produits à la fin si tous les produits ont une option. Pour gagner 20% de chiffre d'affaires, ce n'est pas intéressant. Bref, il y a un livre sur le sujet qui est un livre plus technique que les livres de Goldratt sur la question de trouver les goulets d'étranglement dans son entreprise, qui s'appelle Management Dilemmas. C'est fait par un des disciples de Goldratt. Mais la question qui se pose dans notre présentation d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que le goulet s'est comporté dans la crise? Donc l'analyse de la situation en se disant, mais ok, ça va mal, mais parle-moi de ton goulet, que je puisse comprendre qu'est-ce qui est l'origine de tes difficultés. Donc si par exemple notre goulet c'est notre cash, on n'a pas assez de cash et donc du coup dès qu'on a un chèque, vite tout de suite il faut qu'on achète des nouvelles marchandises parce que c'est grâce à ça qu'on qu'on réussit à vendre, eh ben, la question ça peut être d'avoir le cash qui est bloqué dans du stock qui colle et dont on n'ose pas se séparer. Ben, il vaut mieux s'en séparer pour tout de suite recommander les choses qu'on vend que d'avoir notre argent immobilisé dans un stock qui, certes, n'a pas encore perdu d'argent, mais qui, en fait, en perd. Ou bien, est-ce que la machine Goulet qu'on a n'a pas de production parce que, finalement, nos clients n'en ont pas demandé? La question, c'est, est-ce qu'ils vont pas nous en demander plein après et du coup, il faut utiliser la machine? Ou est-ce que on peut faire une offre qui va remplir le goulet, donc qu'importe si l'offre est moins intéressante en apparence. Parce que le goulet, s'il ne fonctionne pas, de toute façon, c'est comme si l'ensemble de l'entreprise s'arrêtait. Est-ce que euh, tout ce que notre client est capable d'acheter a été livré ou peut être livré? Ça, c'est le cas où c'est notre client qui est le goût d'étranglement. On sait
qu'il a un budget d'achat de nos produits chaque année, et nous, on se met dans l'impossibilité de lui livrer tout ce qu'il peut acheter, bah, l'année prochaine, il n'achètera pas, hein. Donc ça pose la question de quel est votre goulet en fait, et quel est son état, et est-ce que c'est une question de volume qu'il faut reconstituer dans le goulet, ou est-ce que c'est une question de throughput, c'est-à-dire de marge? C'est est-ce que la marge que fait le goulet avec chaque produit est suffisante, et donc sinon, comment est-ce qu'on remonte le prix de vente? euh, Éventuellement, est-ce qu'on peut baisser les coûts d'achat, mais c'est souvent moins net. Donc cette analyse-là, on garde en tête les trois éléments essentiels de Goldratt: le throughput. Donc throughput, hein, c'est la valeur ajoutée encaissée. Est-ce qu'on travaille sur les coûts fixes? Donc pour Goldratt, le throughput, ça inclut les coûts d'achat de matière. Les costs, c'est tout ce qui reste, qu'on vende ou pas. Donc les salaires, les loyers, toutes ces choses-là, quoi qu'il arrive, on a ces costs. C'est nos frais fixes, si vous voulez. Donc on compare des frais fixes avec une marge sur coût variable. euh, et je dis encaissé parce que si jamais, tant qu'on ne l'a pas encaissé, ça va dans la troisième catégorie, qui est le I d'investissement. Donc pour Goldratt, tout ce qui est de l'argent bloqué dans la boîte, c'est l'investissement. Donc les clients qui ne nous ont pas encore payé, c'est l'investissement. Le stock, c'est l'investissement. Les immobilisations, c'est l'investissement. Et donc, avec ces trois simples variables, on arrive à comprendre beaucoup mieux la situation dans laquelle est l'entrepreneur. Donc la deuxième partie, c'est comprendre l'urgence cash. C'est-à-dire, oui, tu me dis que tu es en difficulté, mais on parle de quel délai? Tu comprends, on fait des pertes depuis le début de l'année. Ouais, je comprends juste qu'à la fin de l'année, tu vas avoir un mauvais bilan, mais est-ce que en soi, ça veut dire que tu as des problèmes? Est-ce que tu as des retards fournisseurs? Là, ça commence à être plus gênant. Est-ce que tu dois de l'argent à l'État? Ta TVA, tes charges sociales? Ou est-ce que là, tu es à un moment où tu ne peux pas faire les salaires à la fin du mois? Est-ce que ta position bancaire, tu es dans le rouge et au-delà de ce qui est raisonnable? Alors la règle qui doit dicter en fait notre compréhension de l'urgence, c'est notamment la définition légale du dépôt de bilan, pardon, de la cessation de paiement. Les cessations de paiement, c'est l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Donc le passif exigible, en fait, c'est euh, tout ce qu'on doit autour de nous, et qui est qu'on peut légitimement euh, euh, se voir exiger. Par exemple, euh, on doit payer un fournisseur, il nous envoie un recommandé faisant injonction de payer, on a 7 jours pour soit contester la facture, soit payer. Si on n'a fait aucun des deux, le passif est exigible, et du coup, le tribunal va regarder si l'actif qu'on avait à ce moment-là, l'actif disponible, ce qu'on a en trésorerie, était suffisant. Si ce n'est pas le cas, il va considérer qu'on est en dépôt de bilan. On est en cessation de paiement, qu'on aurait dû déposer le bilan. Or, on a 45 jours pour déposer le bilan à partir du moment où on rentre dans la cessation de paiement. C'est l'ouverture de la procédure. Donc, pour vous simplifier, on a la cessation de paiement, donc comme je vous disais, 8 jours après le recommandé d'un fournisseur, par exemple. Ça va ouvrir une période pendant laquelle on peut préparer la déclaration de cessation de paiement, la DCP, et on va, au maximum 45 jours après, faire le dépôt de la déclaration auprès du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce va prendre jusqu'à 60 jours pour faire l'ouverture de la procédure.
Et là, il va regarder la situation et décider soit d'une liquidation directe en disant il n'y a rien à en tirer, soit il peut ouvrir une période d'observation avec un administrateur judiciaire et ça va donner une période qui est 3 à 6 mois pour voir si on peut monter un plan de continuation ou un plan de cession. Un plan de continuation, c'est un plan dans lequel l'entrepreneur va expliquer comment il peut étaler sa dette, en général sur un maximum de 10 ans, et qu'il a effectivement un plan suffisamment solide pour dire qu'il est possible de redresser l'entreprise. Le plan de cession, là, en l'occurrence, ce n'est pas l'entrepreneur, c'est le moment où on va vendre à quelqu'un d'extérieur les actifs de l'entreprise, et puis le reste, enfin, ces actifs serviront à rembourser, tant que possible, les dettes de l'entreprise. Mais c'est différent du plan de continuation, où on décide qu'on va tout rembourser, mais en 10 ans, par rapport au plan de cession, où on dit, ben, on va vendre les actifs, et puis avec ce qu'il y a, on verra comment comment on peut vendre le reste. Donc en fait, on vend l'entreprise dans le plan de cession, on vend les actifs de l'entreprise et en laissant les dettes dans le reste enfin, dans la structure actuelle. Alors, dernier point, une fois qu'on a fait cette analyse de la situation, une fois qu'on a évalué le degré d'urgence, eh ben, on va passer sur la compréhension des leviers encore disponibles pour l'entrepreneur. C'est-à-dire, est-ce qu'il a moyen de réduire les charges, les coûts fixes? Ben, la réponse, c'est sans doute, sauf si ça affecte le goulet. On doit protéger le goulet à tout prix. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver des ventes? Donc ça pose la question, par exemple, de qu'est-ce qu'on a en stock? Parce que souvent, on est dans une situation où c'est un peu compliqué de commander des nouvelles fournitures. Ça pose du coup, ça interroge sur la possibilité de mener des opérations de promotion pour essayer de transformer le stock qu'on a en cash. Et puis, on va essayer d'aider l'entrepreneur à trouver le cash. Donc, les banquiers, c'est mort, hein, ils sont face à une entreprise en difficulté. Ils ne peuvent pas, de par leur marge, se permettre de faire quoi que ce soit avec. En revanche, il y a une source de cash qu'on oublie, c'est le trésor public. Notre recommandation, en fait, finalement, c'est d'aller euh, négocier auprès du trésor public, et il y a une commission spéciale pour ça, c'est d'aller trouver le trésor public et d'étaler sur 24 à 36 mois la dette qu'on a à leur égard. Alors attention, cette dette, c'est pas la dette future, c'est la dette qu'on a déjà. Donc avant de se mettre en déclaration de cessation de paiement, il faut faire gonfler le ballon. Il faut arrêter pendant plusieurs mois de payer l'État ou ses alliés. On ne paye plus les charges sociales, sauf la partie, euh, la partie salariale, puisque pour, les, les- pour l'État, en fait, il y a une espèce d'illusion qui est que la partie salariale des charges sociales, c'est une partie que vous avez collectée pour le compte du salarié et que vous devez apporter à l'État. Je sais, c'est complètement illusoire, mais dans l'esprit, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que vous avez euh, payé un salaire qui comprend les charges sociales, euh, qui comprend les charges sociales, moins, euh, enfin, y compris, enfin donc, lesquelles charges sociales, le salarié vous les a laissées sur son compte pour que vous les payiez à sa place. C'est complètement dingue, hein, mais vous êtes du coup responsable en tant que dirigeant de cette partie-là.
C'est vous qui avez volé l'État en prenant l'argent du salarié et en ne le donnant pas à l'État. C'est la même chose avec la TVA, d'ailleurs, hein. Donc, cette partie-là, on doit la payer, la partie salariale, mais le reste, vous ne la payez pas. Donc, il y a toute une façon, en fait, de payer la part patronale en disant à l'État, oui, non, mais en fait, je paye la part patronale, mais cet argent que je vous paye, c'est pour la part patronale, c'est pour la part salariale, pardon. Et quand le ballon est le plus gros possible, eh ben, vous allez pouvoir l'étaler sur 36 mois. Mais vous voyez que ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut pas étaler ce qu'on va devoir sur les prochains mois. Donc on est obligé de faire un sale coup à l'État pour pouvoir l'étaler après. Le dernier point sur lequel on peut trouver du cash, c'est les actifs mobilisables. Donc là, on parle de quoi? On parle des créances. Donc les clients ne vous payent pas tout de suite, mais ils vont vous payer. Bah, ça, c'est mobilisable. C'est ce qu'on appelle l'affacturage. Alors, l'affacturage, c'est cher et c'est compliqué. C'est cher, bah oui, de l'argent qui était dans votre trésorerie et enfin, qui était dans vos comptes et qui allait arriver est remplacé par de l'argent tout de suite, mais qui n'est pas 100% de ce que vous allez toucher, qui est une décote par rapport à ce que vous allez toucher. Et votre compte client, il tourne 6 à 12 fois dans l'année, selon que vous fassiez payer vos clients à un mois ou à 2 mois. Et donc, cette décote, elle est prise tous les 2 mois, dans le cas donc 6 fois dans l'année. Donc, c'est pas juste une petite décote, c'est une décote sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que vous allez avoir plein de frais cachés si vous n'êtes pas capable d'avoir des créances qui tombent exactement comme prévu en temps et en heure. Donc, souvent, c'est une question d'organisation du côté de votre service comptable pour que les relances se fassent comme il faut, que les clients aient bien reçu les bons de livraison, les bons de commande, enfin qu'ils ne puissent pas entre guillemets, légitimement vous faire du retard. Le deuxième point qui est mobilisable, c'est les stocks. Les stocks de produits finis, ce sont des choses qui peuvent, s'ils sont dans des quantités suffisantes et s'ils sont, comment dire, s'ils ont une valeur en tant que telle, peuvent être finançables. Par exemple, vous êtes obligé, parce que vous êtes un distributeur, d'avoir un stock de marchandises à revendre. Et ben ça, ce stock-là, vous pourriez, s'il dépasse les 2 3 millions, avoir un financier qui vous les rachète et vous les revend un par un au fur et à mesure que vous les utilisez. Ça encore, ça coûte cher puisque votre stock il tourne et là vous payez pour chaque pièce euh, et non pas seulement pour une fois l'actif. Ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie, hein. Les gens qui font ces deux activités-là, on appelle ça des asset-based lending. Donc les gens qui font des, du prêt basé sur actifs, c'est une belle profession, en particulier dans les temps troublés comme les nôtres. Après, vous avez les outils. Donc votre informatique, vos outils de production ont une valeur en tant que telle. Donc on pourrait imaginer que quelqu'un vous les rachète et vous les reloue derrière. Et enfin, il y a l'immobilier, mais quand il vous reste de l'immobilier, c'est bien, hein. L'immobilier, bah, c'est revendable à une structure extérieure qui vous appartient et sur lequel vous allez emprunter. Maintenant, on est conscient que dans chacun de ces points-là, ça crée un coût fixe supplémentaire qui est ce nouveau loyer qu'on va devoir payer. Donc, c'est cher. Et donc, il faut que votre plan ait une marge suffisante. On est en train de se redresser, mais on a des surcoûts qui sont compensés par cet argent supplémentaire qu'on va gagner. Sinon, on appelle ça de la cavalerie. On est en train de pousser à plus loin le problème, on est en train de faire une fuite en avant. Donc, en guise de conclusion, on est en général loin de la mort quand un entrepreneur nous appelle. Il faut faire une analyse en utilisant le throughput, les costs et les investissements. Euh, il faut s'attacher au goulet, voir comment il est utilisé, et voir comment on devrait l'utiliser. Il faut restaurer la rentabilité, puisque finalement, on est conscient que la trésorerie,
c'est pas ce qui va venir tout de suite, mais euh, si on est capable de montrer aux banquiers et à nos fournisseurs qu'en fait on a pris les mesures et que maintenant, ça y est, on est redevenu rentable, c'est juste qu'on a un retard qu'il faut qu'on rattrape, eh ben, on pourra trouver du cash plus facilement. Et éventuellement, si tout ça n'a pas fonctionné, on a encore les procédures collectives qui, elles, permettent aussi de survivre quelques années de plus. Donc ça nous donne 1 ou 2 ans de possibilité de redresser l'entreprise. Donc quand on a ce coup de téléphone de l'entrepreneur, on est, dans le pire des cas, à 1 an et demi, 2 ans de la fin de l'aventure. Donc c'est quand même loin. On a des choses, on a le temps de faire des choses en 1 an et demi ou 2 ans. On est encore loin de la fin, du bout du tunnel. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? N'ose rien dire. Hmm. Il faut laisser il faut laisser tout ce que tu leur as dit décanter, processer, ils reviendront vers toi un peu plus tard. Ouais, tu crois? Mais Ou alors, n'hésitez pas, ou alors ils veulent pas jinxer le truc. Faut pas parler de, de la situation dont on ne parle pas. c'est sûr. Manuel. Ah, je vais rajouter un mot, ça marche très très bien pour l'avoir utilisé 2 fois. Donc, avoir obtenu 2 fois avec l'aide de Melchior, euh, ce qu'on appelle une CCSF, c'est ça le terme? Oui, la commission des chefs de service. Voilà. Donc, personne pensait qu'on l'obtiendrait une seconde fois. Mais Mhm. comme on avait bien remboursé l'étalement sur 2 ans la première fois, on a réussi à l'obtenir parce que la clé est dans le dialogue avec, avec les organismes qui gèrent tout ça. C'est hyper important d'y aller, d'expliquer la situation et d'être présent et de dialoguer avec eux. Voilà. Et cette mesure qui existe, je crois, depuis 2012, hein. Oh non, ça a toujours existé en fait. Alors, Sarkozy avait dû l'améliorer. Oui, il y a des améliorations qui ont été faites, c'est sûr. C'est ça. En fait, peu de gens savent qu'elle existe Ouais. et ça permet effectivement de gérer une mauvaise passe. Mm. Voilà. Il faut juste se renseigner techniquement. Disons que au-delà du cas précis de cette dette fiscale et sociale, il y a finalement la dette avec tout le monde qui est négociable, avec les fournisseurs, avec les banquiers. Alors les banquiers, en général, ils ont plus de difficultés à négocier puisqu'en fait, ils ont un service spécialisé auquel ils vont confier tous leurs problèmes. Et du coup, on est face à des cow-boys qui ont un intérêt à récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer, même si ça tue la boîte. Ils ne sont plus dans la préservation de la relation. Ça, c'est fini. Donc du coup, les banquiers sont un peu l'exception. Il n'y a quasiment rien à négocier avec le banquier à partir du moment où il nous a mis aux affaires spéciales. C'est même pire, c'est les affaires spéciales, leur job, c'est d'être le plus désagréable possible pour que dans toute situation, on envisage de les faire sortir en premier. Et c'est littéralement ça, hein. Moi, j'ai des cas très clairs là-dessus. Pour le reste, vos fournisseurs, c'est des gens qui sont conscients de la situation, qui ont envie d'essayer de faire perdurer la relation et qui peuvent comprendre, si vous avez bien travaillé vos éléments, qu'effectivement, c'était juste un chaos sur la route et que collectivement, on va y arriver, on va passer le mauvais moment. Donc, le dialogue, comme tu le disais, Manuel, est essentiel. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mettre
la tête dans le sable. C'est dans cette discussion constante qu'on arrive à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Alors Et- Frédéric demande quel est l'impact sur le marché de la reprise. Il parle de l'augmentation des entreprises en difficulté. Les gens qui travaillent sur la reprise, là, actuellement, ça va bien. C'est-à-dire ils ont du taf. Euh, Ce qui est toujours compliqué, c'est que il faut avoir une capacité à mettre des ressources dans une entreprise qui est au dépôt de bilan, parce qu'en général, c'est qu'elle a déjà essayé tout le reste. Alors, parfois, on tombe sur des entreprises en dépôt de bilan qui n'ont pas été bien conseillées et qui, du coup, ont laissé plein de gras dans la structure. Et là, il y a une forme de prédation puisque pour nous, ce serait naturel que ce soit l'entrepreneur qui en tire parti, l'entrepreneur qui a mis en dépôt de bilan et qui va devoir rebondir. Mais on voit des financiers, je dis des prédateurs de manière générale qui voient très bien comment venir prendre d'assaut cette organisation qui a laissé plein de gras, de l'immobilier qu'on peut refinancer, du stock qui n'a pas été financé, de la, des machines qui sont utilisables. Donc voilà, c'est tout ça en fait qui peut permettre de trouver quelques pépites parmi les entreprises en difficulté. Maintenant, n'oubliez pas que certains se sont fait métier d'investir dans des entreprises en difficulté et donc ils ont souvent accès à l'information avant vous avec des fournisseurs de services dans ce domaine qui connaissent bien leur métier, qui connaissent les tribunaux, qui ont une forme de crédibilité qu'ils vont mettre à votre service. Et donc, euh, sauf à passer par ces gens-là qui coûtent assez cher, vous avez beaucoup de faux dossiers qui vont vous arriver, beaucoup de choses qui sont finalement déjà jouées et où on ne va pas vous confier quoi que ce soit. Dans la reprise, on pourra en reparler dans une prochaine chronique, mais dans la reprise en difficulté, les tribunaux vont tendance à privilégier les entreprises déjà existantes plutôt que les individuels qui reprennent une boîte. Voilà. Mais on en reparlera, je pense, dans une prochaine chronique.